Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Julien avec moi. Bonjour. Donc, après notre émission qui apparemment vous a beaucoup plu sur Jackie Chan, on a décidé de porter notre choix sur une autre star du cinéma d'action bien connue qui est Bruce Willis. Bruce Willis. Donc, écoutez, nous, on va tenter de vous faire un petit tour de sa carrière. On va pas faire du film à film non plus, hein, sinon la vidéo durera 4 heures hein, au moins. Ouais, parce que je crois qu'il a 80, au moins 80 films dans sa carrière. Ouais. C'est ça. Donc, nous, on va vous, un peu comme Jackie Chan, vous orienter voilà, sur soit des petites anecdotes, soit sur des courants qu'il a décidé d'emprunter et puis qui ont plutôt bien réussi. Donc, écoutez, moi je vous propose de commencer tout de suite ce spécial Bruce Willis avec peut-être son début de carrière. Tout à fait. Alors je me suis penché un petit peu sur le début de carrière de Bruce Willis qui, de base, n'était pas amené vraiment à faire du cinéma ou de l'acting. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bruce Willis, quand il était petit, il bégayait. Ah. Et il a fait énormément de cours de théâtre pendant sa jeunesse. Il a d'ailleurs été ensuite dans une école dans le New Jersey où il a intégré un programme de théâtre justement pour essayer de pallier ce bégaiement. Et il a été repéré d'ailleurs au théâtre, c'est par ça qu'il a commencé, des rôles dans des pièces et des petites pubs aussi. Il a commencé par ça, on l'a vu dans des pubs pour Levi's. There's a blues that make me feel good. Levi's 501 blues. Love them blues. Pour une bière aussi, 6 grammes, c'était dans les années 80. D'accord. Et puis, en 1984, il a eu son premier rôle au cinéma qui était dans le pilote de Miami Vice. Voilà, Deux flics à Miami en français. Où il a été un peu repéré, mais il n'était pas très connu. Et ce qui vraiment l'a emmené sur le devant de la scène, c'est le premier rôle qu'il a eu dans une série qui s'appelle Moonlighting, ou Clair de Lune en français, qui était diffusée sur ABC à l'époque. C'est une série en 5 saisons, Ouais. mais pas 5 saisons, 5 années, c'est je crois 5 saisons qui ont duré sur 3 ans et demi à peu près. D'accord. Donc c'était quand même relativement important en termes de fréquence d'épisodes. Et dans cette série, c'est des choses qu'on voit actuellement dans les séries Netflix qu'on peut regarder, où on va voir deux personnes qui vont lier leurs compétences pour résoudre des enquêtes, des histoires, alors que c'est deux personnes qu'on ne s'attendait pas vraiment à voir. Donc c'était déjà en 84 un petit peu le style de série qu'on peut voir actuellement, comme on pourrait avoir Castle, Psych ou des choses comme ça, Ouais. comme en White Collar aussi, où on a deux personnes que rien ne présage à travailler ensemble, qui vont travailler ensemble. Ouais, vraiment le principe du buddy movie au final, sauf que là on n'est pas dans un contexte d'action, on est plus dans un contexte de comédie, je crois, Ouais. en Clair de Lune. Ouais, mais il y a Clair quand de même Lune, ce c'est- principe ouais. que les deux personnages sont pas censés fonctionner ensemble, mais C'est ça. fonctionnent pour arriver au même résultat. Exactement. D'accord. Ok. En fait, le principe de la série, c'est il y a une femme qui a créé sa ligne de produits shampoing qui s'appelle Moonlighting. Ouais. Grâce à cette gamme, elle va devenir riche et célèbre, sauf que son homme de confiance fait des malversations. Mhm. Et elle se retrouve à devoir tout gérer tout seul. Et elle va s'associer donc, avec Bruce Willis, donc, qui joue le rôle dedans d'un détective, mais il est charmant, sarcastique, à l'opposé de cette riche dame. Mhm. Et ils vont monter donc cette agence de détectives Moonlighting, et ils vont résoudre pendant ces 5 saisons, donc ça fait 65 épisodes, différentes petites enquêtes, sachant que cette femme-là, de mémoire, elle est divorcée aussi, donc il y a toute une histoire d'amour avec les anciens maris, etc., qui rentrent dedans. Et puis, on suit un petit peu les déboires de ces deux personnes qui doivent gérer et la société Moonlighting, shampoing, gamme de stars, etc., et l'agence de l'activité détective. Voilà. Mhm. C'est comme ça que vous auriez dû vous battre. Ouais. Vos coups sont aussi bien balancés que votre châssis.
Alors une chose qui est assez sympa à savoir sur cette série, Ouais. c'est que cette série, en fait, elle est inspirée de la Mégère apprivoisée de Shakespeare. Ah bon? Ouais. D'accord. Il y a pas mal de références dedans, en tout cas sur la thématique des deux personnages qui sont vraiment antagonistes, et sur tout ce qui est mélange de humour, violence, passion, sincérité, qui sont des thèmes que Shakespeare a abordés dans sa pièce La Mégère apprivoisée. D'accord. En fait, c'est vraiment deux personnes que tout oppose, qui finalement ont une alchimie qui va devenir une alchimie amoureuse. Voilà. Ouais, donc Shakespeare a écrit un des premiers Body Louis, quoi. C'est un peu le principe. Il y a beaucoup de pièces de théâtre comme ça qui ont été inspirées, qui ont inspiré, que ce soit Hamlet ou des choses comme ça, des films plutôt actuels. Après, je vous spoil pas la fin, je vous dis pas ce qui se passe à la fin entre Bruce Willis et donc l'héroïne de la série Moonlightning. Mais voilà, c'est une série. Ça n'a pas très bien vieilli. On a du Bruce Willis vraiment à l'ancienne avec les costumes taillés des années 80. Je crois que les cheveux un petit peu plus longs aussi. Ouais, c'est ça, il a vraiment des cheveux, ouais. Ça, c'est quelque chose, voilà. Après, c'est ce qui a permis vraiment à Bruce Willis de crever l'écran et d'être repéré après pour incarner les premiers rôles, notamment dans Die Hard qui suivra peu de temps après, quoi. Et justement, dans cette entre Die Hard et Clair de Lune, donc Clair de Lune, comme tu as dit, il y a 5 saisons, donc c'est clairement un énorme succès, surtout de la part de Tête Inconnue comme ça, c'est bien. Moi j'ai noté que justement, avant d'arriver à Die Hard, il va travailler au moins 2 fois avec Black Edwards, donc le réalisateur de The Party et puis de La Panthère Rose. Et il va tourner avec lui Boire et déboire, avec une jeune Kim Basinger aussi. Où le but justement est qu'il passe une soirée avec une femme dans le contexte de son travail, ça fait bien de montrer que vous êtes accompagné de quelqu'un, sauf qu'il a interdiction en fait de la faire boire. Bien sûr, la soirée aidant, Bruce Willis charmeur, qui est très intéressé par cette jeune Kim Basinger, il lui fait boire du champagne, sauf qu'il se rend absolument pas compte des conséquences désastreuses que ça va avoir pour lui, quoi. Et ça va foutre en l'air son boulot, enfin tout. En fait, c'est vraiment une plongée en enfer sur toute une soirée. Faut-il que je prononce la formule? Je suis viré? Viré? Je n'ai jamais autant rêvé d'être dans l'armée. Je vous aurais fait fusiller. Et il va travailler sur un autre film. Là, par contre, c'était plus un film qui se penchait sur le Hollywood des années 40, 40-50. C'est un espèce de petit thriller, mais quand même orienté très fortement comédie. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que Bruce Willis, on en a une certaine image qu'on va développer par la suite, mais ce début de carrière, vraiment, est orienté vers la comédie. C'est la première fois que je fais le chauffeur. Égalité, c'est la première fois que j'ai un chauffeur. Là, du coup, suite à ces accents de comédie, on va l'engager sur Die Hard. Mais en fait, a priori, ça ne s'est pas passé aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer, l'obtention de ce rôle. Alors ça, sur Die Hard, je sais plus si... Je crois qu'il n'était pas pressenti à la base sur le film. C'est d'autres acteurs qui avaient été pressentis. Et effectivement, c'était pas lui. Mais c'est pas le seul qui n'a pas été pressenti dans Die Hard. Ouais. Il y a d'autres acteurs, en tout cas dans les séries Die Hard, qui avaient été pressentis et qui n'étaient pas dispo. Et ce qui se sont fait que on a eu les acteurs finalement qu'on fait marcher les films. Les Américains sont incroyables, mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grayskull. C'est Gary Cooper, connard. La chance qu'il a avec Die Hard, c'est en fait d'avoir quand même cet équilibrage justement entre le personnage de film d'action, vraiment le héros, le flic intrépide et tout, et ce côté plus humain où clairement on sait qu'il veut protéger sa femme, sa famille, et le fait qu'il soit blessé. En fait, ça, c'est un petit truc qui change un petit peu de l'habituel, c'est qu'il y a la fameuse scène où ils font sauter les vitres pour le blesser au niveau des pieds. Et en fait, d'avoir un personnage comme ça, fatigué, sale, blessé, mais qui continue, en fait, ça provoque un attachement de la part du spectateur qu'un Rambo, par exemple, période Rambo 2 ou 3, ne pouvait pas fédérer de la même manière. Il y a une distance qui se fait avec ces personnages-là qui ne se fait pas avec John McClane, en fait. Je suis dans votre temps, bande de cons!
Et on a le même principe aussi sur les vieux Superman, par exemple, où vraiment les super-héros à l'époque, ils étaient intouchables. Et là, on a un héros, c'est plus un super-héros comme on les imagine, et on a vraiment un héros qui est humain et qui prend tout son courage d'humain avec ses compétences pour sauver les gens, et puis voilà. La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas. Merci beaucoup du conseil. D'ailleurs, anecdote très drôle, parce que tu parles de la scène où il tire dans le verre, et puis il marche dans le verre, il se blesse. Ouais. Il faut savoir que dans le film, en fait, il n'est pas pieds nus. Ils ont fait des chaussures en forme de pied pour qu'il puisse marcher sur le verre. Ouais. Ah d'accord. Donc il n'est pas vraiment blessé. Voilà, ça c'est une petite anecdote anecdote de tournage liée au film. Voilà. Il faut savoir d'ailleurs que Die Hard, au départ, c'est un film de Noël. Oui. Et il est sorti en période de Noël. Et il y a des éléments dans le décor qui te montrent que tu es à Noël, effectivement. Voilà. Mais c'est surtout, après Die Hard, là pour le coup, on pourrait passer facilement 1 heure à ne parler que de Die Hard ou de la saga Die Hard. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce qu'on pourra résumer, c'est quand même qu'à ce moment-là, il obtient un très grand rôle d'action qui peut amener des suites. Le public s'attache fortement, Piège de cristal, donc Die Hard est un énorme succès. Ça assoit aussi la réputation de John McTiernan, et ça va ouvrir les portes à Bruce Willis, en fait, pour toutes ces fameuses années 90. Et bon voyage, Hans. Où là, on va avoir des suites, mais on va aussi avoir des projets peut-être plus intéressants, parce qu'il sort, mine de rien, de sa zone de confort, comme on a pu vérifier tous les deux là-dessus. C'est ça, c'est-à-dire que pendant cette période-là, effectivement, grâce à sa notoriété, grâce aussi à son confort financier, finalement, lié à ça, parce que au niveau des cachets qu'il a pu avoir sur ses films, il fait partie des cachets les plus élevés d'Hollywood à l'époque. Il a cette possibilité, étant donné que c'est un acteur de théâtre à la base, de justement montrer un petit peu différentes palettes de son savoir-faire, sans forcément se dire je vais risquer ma carrière dessus, étant donné que j'ai déjà une notoriété, je peux me permettre ça. J'aurais pu tomber sur un autre type, puis j'ai rien contre toi. C'est ce que tu crois. Hier soir, j'ai baisé ta femme. Dans les années 90, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut se rendre compte qu'il fait et des actionneurs, vraiment, donc on peut en citer quelques-uns, Die Hard 2. Piège en eau trouble, Color of Night aussi, qui est quand même un thriller érotique au moment où le thriller érotique se fait. Mais bon, voilà, on a des exemples de films d'action, mais à côté de ça, on a aussi des vraies propositions en fait dans cette première moitié. Moi, je pense très fort, c'est La mort va si bien de Robert Zemeckis. Moi, je trouve que dans ce film, déjà qui n'est pas évident, c'est un équilibrage entre la comédie, le macabre, le fantastique et tout. Il y a une scène, moi, qui, je pense que si je pense à Bruce Willis, en fait, c'est la scène à laquelle je pense. C'est la scène où Meryl Streep, du coup, se retrouve face à Goldie Hawn avec un fusil. Elle va lui tirer dans le ventre. Goldie Hawn décolle du sol. Et là, en fait, il y a un gros plan sur Bruce Willis en mode Scream Queen, en train de hurler tout ce qu'il peut, quoi. Chérie? Madeleine? Je veux juste te dire une petite chose, Elle. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Comme ça. Et en fait, cet instant, moi, quand on parle de Bruce Willis, je me souviens de cet instant parce que je pense que c'est un des moments où il m'a le plus surpris, en fait. Je m'attendais pas à ça, quoi. C'est normal, on a l'image un petit peu du gars qui a peur de rien et puis qui montre pas plus que ça ses émotions. Parce que malgré tout, si on reprend les Die Hard, on ne voit pas ni avoir plus peur que ça, ni être plus amoureux que ça de sa femme, parce que les dialogues qu'il a avec sa femme au téléphone, c'est quand même... Voilà, il s'aime, mais il n'y a rien de démonstratif. Et là, par contre, on a quelque chose qui est totalement à l'opposé et
qui est même surjoué quasiment. Ah bah on est Ouais. totalement dans le surjeu, mais moi c'est ça que j'aime bien chez lui. Et puis je pense que d'aller taper à la porte de mecs comme Tarantino avec Ouais. Pulp Fiction, entre autres, hein, ça aussi c'est l'intelligence de ce gars-là. On se rend compte que, par exemple, quand il fait Color of Night c'est un des pires thrillers érotiques de la vague du Ouais. thriller érotique. C'est vraiment un nanar, quoi. Le scénario est pas bon, lui il est sans plus dedans. On n'a qu'à baisser tout de suite nos frocs pour voir lequel est la plus grosse et aller prendre un bon petit déjeuner bien cool. Ce serait pas cool du tout. Et pourquoi? Tu ferais la gueule. Mais pourtant, ça va quand même marcher. Ouais. En fait, c'est ça le paradoxe avec Bruce Willis, c'est que qu'il fasse des bons ou des mauvais films, ou moyens plutôt, Ouais. on va dire, pas de mauvais mais moyens, les mauvais c'est pour beaucoup plus tard, ça marche toujours. Il a toujours un public de fidèles, et il peut se permettre, comme tu dis, de livrer des prestations complètement à l'opposé d'un film à un autre. Ça va? Personne n'a voulu sauter par la fenêtre, je fais peut-être des progrès. Et il y a un film aussi qu'on ne faut pas qu'on oublie dans les années 90, qui lui était très très risqué, c'était L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Ouais. Oh, j'aime cette terre. Oh, l'air est merveilleux ici. Qu'est-ce qu'il a de merveilleux? Racontez-moi. Il est pur. Pas de microbes. Expliquez-moi. Pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas de microbes dans l'air? On est en octobre. Avril. Avril de quelle année? Vous croyez qu'on est en quelle année? 1996. Ça, c'est le futur, James. Vous croyez que vous vivez dans le futur? 1996, c'est le passé. Non, 1996, c'est le futur. On est en 90. Ouais, là c'est vraiment un film où on le voit pas du tout dans le rôle de quelqu'un de fort. Hein. Là, le personnage qui campe dans ce film-là est quand même, c'est limite un prisonnier, asile psychiatrique. On l'oblige à faire des missions, donc il fait ce qu'on lui demande de faire. Et puis au final. Et on se rend compte un petit peu de la boucle temporelle qu'il peut y avoir derrière. C'est vraiment un univers très, très étrange. Et puis, d'habitude, dans ces films, que ce soit dans les films d'action, il est plutôt quelqu'un qui est gagnant. Et là, dans l'Armée des 12 singes, au final, il n'est pas plus gagnant que ça dans l'histoire. Il a beau faire ce qu'il veut, ça fonctionne pas. Et en plus, il prend le risque avec l'Armée des 12 singes de ne pas livrer un film aussi linéaire que ce qu'il a pu. Enfin, combien d'entre nous ont été perdus à la fin de l'Armée des 12 singes à devoir se refaire tout le film dans sa tête, dire attends, donc la conclusion qu'on m'a donnée, c'est telle réponse par rapport à tel questionnement, on va sans spoiler, mais ça pour moi c'est Bruce Willis. Et un Stallone ou un Schwarzenegger ne se sont pour moi jamais permis de travailler avec des mecs comme ça, comme William. C'est ça, on va avoir des Stallone Schwarzenegger qui vont se tenter à la comédie, malgré tout. Si on prend Stallone avec le film avec sa mère, là, Arrête où ma mère va tirer, ou Schwarzenegger dans Last Action Hero, mais ça n'a pas marché, plus que ça. Et puis ils n'ont pas tenté d'autres choses, ils n'ont pas eu de rôle beaucoup plus profond que ça dans leur carrière. Même si, alors moi c'est un avis perso, je me dis que dans le dernier Rocky, où là il endosse plutôt le rôle de coaching, c'est un peu plus profond parce qu'il y a moins d'action pour lui, c'est pas au même niveau que Bruce Willis. Bruce Willis, il a vraiment une palette qui va être relativement large. Puis l'Armée des 12 singes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver aussi dans ce méli-mélo temporel un petit peu des concepts qu'on va retrouver dans d'autres films comme Inception par exemple, je trouve. On a des strates où tu te perds entre la réalité, le présent, est-ce que là c'est présent-futur dans l'Armée des 12 singes, dans Inception c'est quelle strate de rêve, etc. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas des films qui sont facilement accessibles pour un public qui irait par exemple se divertir devant un Die Hard ou devant quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'un cas comme l'Armée des 12 singes, c'est vraiment le film qui prend pas le spectateur par la main et qui demande vraiment de suivre. Et comme tu as dit, on ne sait pas forcément si on est dans le futur dans lequel on était la scène d'avant. Est-ce qu'il y a eu une incidence, quelque chose qui s'est passé, qui a modifié ce futur? C'est vrai qu'on est comme lui en fait, et ça c'est bien fait, parce qu'on est vraiment comme lui à chaque scène, à chaque, on va dire, changement de chapitre important. On est obligé comme lui de reprendre nos marques, parce qu'on ne sait pas où on est, avec qui on est, et qu'est-ce qui s'est passé. Une
terrible épidémie a anéanti la quasi-totalité de l'humanité. Il y a eu plus de 5 milliards de morts. Seul 1% d'entre nous ont survécu. Déjà aussi dans l'Armée des 12 singes, ce que je trouve intéressant, c'est la prise de risque graphique. Dans l'esthétique du film, on se retrouve, on en avait déjà discuté, je trouve, sur une esthétique un petit peu à la Jeunet, Ouais. Où on a des personnages qui sont et des lieux qui sont quand même très très particuliers, avec des gens qui sont très typés, ce qui veut dire que en tant que spectateur, déjà rentrer dans cet univers de personnages assez étranges, assez cassés, assez hors normes, etc. C'est aussi pas évident, je pense, pour le public. Et pour Bruce Willis, ça reste un pari quand même assez osé de se lancer dans cet univers graphique-là. Oui. Voilà. Univers graphique différent, il a tenté aussi dans Sin City. Oui, Il y a encore un autre univers graphique, mais là aussi, c'est une prise de risque où il ne va pas se retrouver dans un univers graphique qui est tel qu'on a l'habitude de le voir. Je cherche Nancy Callahan. Sur la scène, mon chou, elle commence tout juste à s'échauffer. J'ai fait une belle connerie. Faut qu'on se tire d'ici vite fait. À Sin City, si tu prends la bonne ruelle, tu trouveras ce que tu cherches. Sin City, c'est plus comique, un comics américain. Ouais, c'est ça. Et en plus, il bosse avec un copain de Tarantino, Robert Rodriguez. Mais moi, ce que j'aime bien avec un projet, par exemple, comme Sin City, c'est que c'est un film choral. De toute façon, on a plein de personnages, plein d'acteurs connus surtout. Et ce que j'aime avec Bruce Willis, c'est que dans un cas comme celui-là, il va pas hésiter à baisser très fortement son cachet. Ouais. Pour vendre le film, déjà, ça va aider. Mais surtout, il est prêt à faire ça pour le bien du film, en fait. Et ça, c'est ce que j'aime bien chez lui. J'ai pu lire des petites anecdotes comme ça, où parce qu'il avait vraiment envie de participer à ce projet-là, il ne veut pas passer à côté, il est prêt à baisser son cachet pour que le film se fasse tout simplement, quoi. Disons que, effectivement, avec sa notoriété, il a déjà un assez bon confort, et ce ne sera pas la seule fois où il va rogner sur l'aspect financier pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. J'en reparlerai après dans les anecdotes, parce que je vais parler de ses guests, etc. Ouais. Mais c'est pas la première fois, effectivement, que Bruce Willis va soit baisser son cachet, soit s'asseoir carrément dessus, quoi, pour en faire autre chose. Et je repense à Pulp Fiction. Ouais. Tu vois, Pulp Fiction, ça aussi, c'était un rôle qui était quand même pas mal. Son rôle de Dutch, là, du boxeur, toute l'histoire avec la montre de son père, tout ça, je pense que c'était risqué aussi. Ça part surtout que il est quand même maltraité pendant une bonne séquence du film. Pour ceux qui l'ont pas vu, essayez Pulp Fiction. Alors connard, tu l'as sur la petite piqûre, hein? Il est amour-propre. Il fait mal amour-propre. Attends, je vais t'en débarrasser, salope. Avec Bruce Willis, mais moi, il y a un autre truc que je note, en dehors du fait vraiment de se mettre à mal en tant que personnage, on sent que c'est pas un personnage vraiment plus fort qu'un autre à ce moment-là. Mais moi, ce que j'aime, c'est au niveau de l'affiche. Parce que quand tu regardes l'affiche de Pulp Fiction, il y a quand même du monde. Ah oui. Et en fait, Bruce Willis, moi je me souviens quand j'étais gamin, Bruce Willis, quand tu avais une cassette d'un film avec Bruce Willis en haut, quoi. Ouais. Comme Arnold Schwarzenegger ou Stallone en haut. Il y a sa tête en gros. Sa tête en gros et tout. Et là, Pulp Fiction, j'étais face à un film avec Bruce Willis, donc je connaissais déjà. Mais c'était pas le héros principal, il avait plein de séquences, mais c'était pas forcément lui, le personnage auquel je m'attachais le plus. Et au niveau de l'affiche, son nom apparaît en dernier, en mode par ordre alphabétique, quoi. Et ça aussi, j'ai compris qu'à Hollywood, le fait de ne pas mettre en valeur ton nom plus que ça, de ne pas faire la requête, ça c'est quelque chose qui lui appartient à lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? T'es pas mon genre, tocard. Qu'est-ce que t'as dit? Je crois que t'as très bien entendu, abruti. Il est là, Vincent Vega?
Alors, négro, tu t'amènes? Je t'attends. Et j'ai un autre exemple pour montrer le contraire qui se passe, Batman et Robin. Ouais. On a George Clooney en Batman, Robin à la rigueur, là, Chris O'Donnell, et pourtant le titre qui ressort c'est Arnold Schwarzenegger, parce qu'il jouait le méchant dans ce film-là. C'est pour ça que je dis dans Bruce Willis, dans Pulp Fiction, ils auraient pu mettre son nom en énorme, Bruce Willis dans Pulp Fiction, avec tous les has-been, Travolta et tout ça qui sont revenus grâce à ça. Et lui, non. Lui, il décide de se confondre dans en fait, cet esprit film choral, et c'est ça que j'aime chez lui, en fait. Et comme tu dis, Sin City, on est dans une continuité de travail comme ça. En gros, d'arriver à se mettre un petit peu en retrait, mais pour le bien du film. Prends pas de risque, plombe-lui la gueule. Merci du conseil. Après, les films chorales, il en a fait, j'allais dire, un autre, c'est la saga Red. Ouais. Voilà, alors pour moi, ces films chorales, c'est un... Comment ? Bon, c'est un film, il reste dans son domaine d'action, mais ça reste un petit peu drôle quand même, parce que les répliques qu'il a... Enfin, on retrouve des petites touches comiques dans ses répliques, comme tu pouvais avoir dans Die Hard, il a quand même des répliques qui sont quand même assez sympas. Marlène? Oui. C'est un bâton de dynamite dans ta poche. Où il joue un agent de la CIA à la retraite, etc. Puis on suit toutes ses aventures. Mais déjà, ça commence fort parce que c'est très drôle la façon dont il drague la dame au téléphone au départ. On sent qu'il est maladroit. Et dedans, on retrouve tout plein d'anciens acteurs. Il y a du John Malkovich, dans le 1 par exemple, il y a Helen Mirren, c'est des anciens, il y a Morgan Freeman. Ouais. Voilà. On retrouve les vieux. D'ailleurs, dans Red 2, on va en retrouver d'autres, comme Catherine Zeta-Jones, comme David Toulis, Anthony Hopkins aussi. Ouais, voilà, donc que des anciens. Donc pour moi, ça me fait penser à ça, à ces films où il y a tout plein de grosses têtes d'affiches qui peuvent faire vendre le film. Ça tombe d'ailleurs, cette saga Red, elle sort quasiment en même temps qu'Expandable. Je crois que c'est la même année, 2010 de mémoire. Voilà. Ils sortent en même temps. Donc on a deux films différents. C'est pas les mêmes films en plus. Hein. C'est vraiment la même proposition, mais c'est le même attrait en tout voilà. cas. C'est ça. Et puis dans l'esprit, on reprend des anciens pour les remettre un petit peu en avant, parce que Expandable, quand même, c'est des anciens gros films d'action. Je vais être à court de munitions. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Youpi-kai. Cette mode en plus on prend les anciens, on les remet au goût du jour. Oui, il y avait déjà eu Rambo, John Rambo, il y avait eu le Rocky Balboa, donc le Rocky 6. Et à ce moment-là, on a aussi le nouvel Indiana Jones, donc le quatrième, le Royaume du Crâne de Cristal, et Die Hard 4, justement, qui lui... Alors Die Hard 4, moi j'ai souvenir que c'était un film, ce qu'on appelle un développement L, c'est-à-dire un film qui est en développement depuis X années, ils n'arrivent pas à trouver ligne directrice et tout. Et le Die Hard 4, à la base, devait se passer dans la jungle amazonienne. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on savait, que John McClane se retrouvait sur une opération spéciale dans la jungle amazonienne. Bon, finalement, on est tombé sur un film qui se basait sur les nouvelles technologies, le piratage informatique, etc. On a un peu changé le fusil d'épaule, quelque chose de peut-être moins viscéral et rentre dedans pour quelque chose un peu plus réfléchi. Mais je trouve que ça montrait aussi ce Die Hard 4, parce que quand même était pas mal critiqué au moment de sa sortie. Après, le 5 est sorti, on a beaucoup reconsidéré le 4e, mais je trouvais que c'était un très bon retour de Bruce Willis au cinéma d'action, pour le coup. Qui amènera justement, comme tu dis, à des raids ou à même des participations dans le délire Expandables, pareil, avec salaire réduit. Mais ça fait suite aussi à des films où, en gros, il en avait un peu marre de jouer le super-héros, que ce soit Armageddon ou autre, il va le faire parce qu'un film va se vendre sous son nom. Armageddon, on en a tous des très très bons souvenirs d'Armageddon, c'était chouette à l'époque.
Je pense que c'est toujours chouette maintenant. Ah bah ça tire toujours sa petite larme. C'est à moi d'arrêter. Mais il était aussi capable de taper dans du sixième sens, bosser pour des réalisateurs pas connus, parce que Shyamalan n'est pas connu. Et j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Shyamalan, et il y avait bel et bien une volonté de Shyamalan de l'avoir en tant qu'acteur, mais pour le potentiel de l'acteur, pas pour la notoriété. Et surtout, le coup de génie de Bruce Willis de dire oui, en fait, de dire oui à ce projet, il l'a senti. qui doit sortir en plein été, en plus, qui est pas forcément, qui est un drame. Enfin, concrètement, c'est pas sûr que ça fonctionne par rapport au blockbuster. Et voilà, Sixième Sens, ça a été un surcarton. Je vois des gens qui sont morts. En rêve, tu veux dire? Il va bosser tout de suite derrière sur Incassable, qui aussi est un film... Là quand on t'annonce un Bruce Willis, en gros, qui est jamais tombé malade, qui peut pas se blesser, qui est un super-héros caché, on sera en droit d'attendre un tout autre film, en fait. Et quand on voit le résultat d'Incassable, on voit surtout, je trouve, la performance d'acteur. Et du coup, au niveau scène d'action, il n'y a rien. Dans Incassable, c'est très très léger. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens vite fait, mais... Là, c'est ça qui est assez impressionnant, parce que quand on regarde les comics américains, si on lit les comics, les super-héros des comics sont des héros qui... Enfin, il y a beaucoup de scènes d'action, justement. L'image des comics américains, c'est très flashy, ça envoie des pows, ça envoie comme les Batman à l'ancienne, etc. Et finalement, quand on regarde le film Incassable, il ne se passe pas grand-chose, techniquement. On a vraiment cette impression-là que c'est presque le avant-comics, c'est comment il découvre son pouvoir. Et puis en fait, c'est énormément d'échanges avec le futur méchant, quoi. Il y a pas, il va pas se battre, il va pas sauver la planète. Et il commence à la fin, enfin on spoil pas, mais il commence à découvrir son potentiel. On se dit ça laisserait presque l'envie de se dire tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre Incassable qui va sortir pour continuer cette histoire, pour voir qu'est-ce qu'il devient après, quoi. Mais ça reste dedans un personnage extrêmement humain. Le rapport qu'il a avec son fils. C'est impressionnant, où il est dans la négation un petit peu de son côté surhumain, en disant mais non, je suis un homme normal, t'inquiète pas, mais non, je peux pas faire ça. Et je suis ton père, Joseph, et je te demande de poser immédiatement ce revolver. Pose-le. 1, 2. On va dire que entre le futur méchant et son fils, c'est eux en fait qui vont l'amener à découvrir. Parce que sans ça, dans Incassable, il resterait l'homme de base, avec sa petite vie, avec sa femme avec qui ça va pas, etc. Oui, il y a une prise de conscience qui est faite à partir de ce moment où il rencontre le personnage de Samuel Jackson. Avant ça, effectivement, c'est une personne comme toi et moi qui n'a même pas pris conscience en fait qu'effectivement il n'était jamais tombé malade ou qu'il s'était jamais blessé. Ça, si ça t'arrive jamais, c'est comme quand on s'enrhume. On dit, je me suis enrhumé, mais tu penses pas tous les jours quand t'es pas enrhumé que ton nez est libre, quoi. C'est un peu la même chose. C'est tout à fait ça. Donc en fait, oui, effectivement, c'est un des films où Bruce Willis, il est quand même largement à côté de ce qu'on connaît d'habitude, quoi. Et ça marche bien, quoi. Et ça marche très bien. En plus, il aurait pu en poser une scène, en fait, quand on y réfléchit. Il aurait pu dire, bon, le film, il fait 2 heures, tu vas quand même me placer une scène d'action un peu à la fin, un truc qui galvanise un peu. Et même pas, en fait, il n'a pas la requête de faire un truc pareil. Ah oui, parce que là, il y avait des opportunités dans le film. Si on prend la scène dans le stade, quand il est en train de faire d'attendre dans la queue en discutant avec Samuel L. Jackson, ou à la fin, quand il est dans la gare, là, il y avait moyen de se dire, il découvre son pouvoir, il a son instinct qui joue, et puis il va agir, et ça n'arrive pas. Donc ça, on va dire que c'est très fort tant de la part du réalisateur que de la sienne, de se dire non, on va pas mettre ça en avant parce que c'est pas l'intérêt du film, c'est pas ce qu'on veut montrer, mais on va plutôt se centrer sur le côté psychologique de la chose, sur le côté humain du personnage qui en fait se sent pas si fort que ça, et qui a qui reste accessible.
C'est vrai qu'il a quand même eu souvent du nez, au final, sur ses choix. Bon, même si je pense qu'on peut en aborder peut-être un ou deux où là, ça n'a pas été des bons choix pour sa carrière. Moi, j'aimerais bien qu'on parle juste vite fait de Hudson Hawk. Je pense qu'il est quand même le man cambrioleur. Ouais, qui est quand même culte pour pas mal de monde. Tous ceux qui ont vu Hudson Hawk se souviennent de ces cambriolages en chantant musique, ça c'est super musique sympa. Jazzy pour rester dans les temps. Cet humour complètement what the fuck. Enfin, Hudson Hawk, je pense que c'est vraiment l'équivalent pour lui de ce qu'a tenté Stallone avec Demolition Man et de ce qu'a tenté Schwarzy avec Last Action Hero. C'est-à-dire comme nous proposer de l'action, de l'aventure, on n'est pas en dehors de ce genre-là, mais il y a une distance et il y a un humour qui est tellement présent, plus ou moins lourd en plus, pour nous surtout Européens, que ça passe ou ça casse. Et en fait, ce qui est intéressant avec Hudson Hawk, quand je me suis renseigné, c'est que c'est un des rares qu'il a produit lui-même. D'accord. Je pense que c'est un projet auquel il croyait beaucoup, voire est-ce qu'il ne pouvait pas s'offrir une nouvelle licence en fait avec cet Hudson Hawk. Et quand tu vois les résultats au box-office, ou même lui quand il s'exprime sur le film via des bonus divers et variés, tu sens que c'est un film vraiment... T'as l'impression qu'il essaye de l'oublier, quoi. Genre c'est la petite tâche dans sa filmo, alors que... Ouais, quand on regarde comme ça, alors sans avoir fouillé, effectivement, quand je l'ai vu, c'était à l'époque où il est sorti, ça m'avait fait rire, je me suis dit, bah tiens, ça fait un peu récré, quoi. Ça fait un peu film, allez, on se détend, on a envie de s'amuser, il a peut-être voulu essayer, et puis effectivement... Parce que quand je pense que c'est... Mais alors que la comédie, il l'a plutôt bien maîtrisé en fait, mais... donc en comédie, il y a Mon voisin tueur aussi qui l'a fait. C'est vraiment comédie. Emportez ce hamburger. Si vous remettez de la mayonnaise là-dedans, je débarque chez vous, je vous coupe les deux jambes, je mets le feu à votre baraque et je vous regarde vous traîner sur vos moignons au milieu des flammes. C'est clair ? Qui n'est pas un film qui a ultra marché non plus, finalement. Il y a l'acteur de Friends. Avec Matthew Perry. D'ailleurs, petite anecdote sur ce film-là, Mon voisin tueur. Donc, ils se sont rencontrés avec Bruce Willis dessus. Et puis, ils ont fait un pari avec Matthew Perry. Matthew Perry a parié avec Bruce Willis. Si jamais le film est numéro 1 au box-office, Bruce Willis devait apparaître dans Friends gratuitement. Un jour, j'ai lu que les dentistes étaient prédisposés au suicide. Écoutez Jimmy, j'ai beau détester la vie que je mène, je n'ai pourtant pas envie de mourir. Faites-vous à cette idée parce que ça va vous arriver. Et alors je sais pas combien de temps il est apparu au box-office, mais il a été numéro 1. Ce qui fait qu'on retrouve dans Friends Bruce Willis sur 3 épisodes gratuitement. En fait, le cachet qu'il devait toucher dans Friends, il l'a reversé à des œuvres caritatives. Et lui, il a joué gratuitement dans cette série. D'ailleurs, pour ces 3 épisodes, il a quand même réussi à empocher un Emmy. Ce qui est plutôt pas mal. C'est clair, 3 épisodes et une récompense. C'est ça. Est-ce que les autres ont une récompense du coup pour toute leur saison? Il y a des guests dans Friends, il y en a eu énormément et je n'ai pas eu vent qu'il y en ait plus que ça qui remportaient des Emmy sur leurs apparitions dans Friends en tout cas. Je me souviens vaguement de son apparition dans Friends et ça lui va bien en fait. Et là pareil, il est dans un registre de comédie en fait. Et de toute façon, Bruce Willis, quelle que soit la période, il a quand même du charisme, il a une gueule. Il y a un truc qui se passe avec ou sans cheveux. Il y a vraiment, je trouve ça impressionnant de sa part en fait d'avoir pu autant galvaniser le public sur autant d'années et sur autant de choix différents. C'est vrai que je trouve que, je vais encore citer les mêmes, Stallone et Schwarzenegger, parce que c'était quand même les 3 qui marchaient le mieux à ce moment-là. Je pense vraiment que Bruce Willis a travaillé vraiment avec des grands réals aussi, parce que bon, on a cité Zemeckis tout à l'heure, mais il a aussi bossé pour De Palma, sur Le Bûcher des Vanités. Entre autres, je ne vais pas refaire sa filmo au niveau des réalisateurs. On l'a dit tout à l'heure. Il a quand même fait des très très bons choix de carrière, très risqués à certains moments. Et ce que les autres n'ont, je pense juste qu'ils n'ont pas pu se le permettre, les autres. Ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça. Et toi, j'en pense à un autre des années 90, et je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Dernier recours. Non. Tu vois c'est lequel ou pas? Ça me dit rien. Ça se passe pendant la Prohibition, il arrive dans une ville, et en fait, il va travailler pour un des 2 clans qui gèrent la ville,
l'un à la suite de l'autre, en fait, il va un peu où le vent le porte. Et ça, c'est un film de Walter Hill. C'est un remake d'Une poignée de dollars de Sergio Leone et également un film de Kurosawa, donc, qui était sorti avant. Donc là, on est face à une troisième version du coup de cette histoire, du solitaire qui vient dans une ville contrôlée par deux clans mettre un peu le bazar. Et je trouve ça, c'est un film qui est un peu oublié maintenant, Dernier recours, et lui je l'ai revu dans le contexte de notre entretien, et je trouve que c'est un très bon film, en fait, d'action, un peu oublié, qui fonctionne, et le film fonctionne, là, pour le coup, tout entièrement, pour moi, sur Bruce Willis. Ah ouais, là je trouve qu'il y a un charisme, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à lui, j'imagine pas le rôle tenu par quelqu'un d'autre, quoi. Même si on est face à un remake d'un remake, quoi. Alors bien sûr, certains vont dire que Dernier recours est nettement moins bien forcément que le Sergio Leone ou même que le Kurosawa. Ça peut s'entendre, qu'effectivement il est peut-être un peu plus formaté que les deux autres et c'est pas une pièce du 7e art, quoi. Mais ces années 90, c'est ça. Il a fait tellement de rôles, en fait, qu'on va oublier certains films. Alors que pour le coup, un revisionnage des fois peut s'avérer utile, quoi. Alors, il n'a pas toujours une nez fin parce que par exemple, il a refusé de jouer le rôle dans Ghost, le film. Ah, il a refusé le rôle de Patrick Swayze. Ouais. Ah, c'est dommage. Ça devait être lui qui était pressenti à la base, par exemple. Donc, il a pu se tromper un petit peu, voilà. Mais il a essayé d'autres choses aussi, en plus du cinéma. Il a été le premier acteur à avoir son propre jeu vidéo, par exemple, sur PlayStation. Le jeu vidéo Apocalypse. Apocalypse, ouais. Voilà. Où, là, il a son personnage. Il a essayé, et là, ça me fait rire parce que c'est comme Jackie Chan, il est chanteur aussi. Oui, Bruce Willis. Et lui, il fait du blues. Voilà. C'est ça. Et ben, il faut savoir que donc il a sorti un album qui s'appelle The Return of Bruno. Oui. Et la chanson Respect Yourself qui est dedans a été numéro 5 au top 100 aux États-Unis, par exemple. Et en plus, on parlait tout à l'heure de Planet Hollywood, que c'était des ambassadeurs de la marque qui venaient justement faire les inaugurations de restaurants. Et lui, en fait, il y avait une clause où à chaque inauguration importante, je parle de Las Vegas, etc., d'un Planet Hollywood, la fin de la soirée était consacrée à un set justement de son groupe où il interprétait des morceaux de ce fameux album. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Planet Hollywood, donc c'est chaîne de restaurants. Il faut savoir que Bruce Willis, avant d'être acteur, il était barman aussi. Oh. Voilà. Donc finalement, le monde du bar, de la musique, set live dans les restos, etc., c'est quelque chose qu'il connaît déjà depuis très très longtemps. Parce que vraiment, au tout début ça doit être au tout début des années 80, il a été barman à côté, parce qu'il fallait bien gagner. La pub, ça marchait pas, ça ne le faisait pas vivre, le théâtre non plus. Et donc, c'est ça, il officie en tant que barman. Et en plus, c'est quelqu'un quand même au niveau personnel, on sent au fur et à mesure des années, déjà il y a son couple avec Demi Moore, qui a tenu des années, mais c'est vrai que Bruce Willis ne fait pas partie de ces stars où on a eu des scandales. Ouais, c'est vrai. Qui ont terni leur image avec des histoires liées à la drogue ou d'autres problèmes fiscaux, un peu comme Wesley Snipes, que je pense, des problèmes d'impôts. Genre, votre carrière dégringole parce que vous avez fait une arnaque au fisc. Bon, c'est un délit, mais c'est pas comme s'il avait fait un crime ultra grave contre quelqu'un ou a vraiment détruit son image, quoi. Et Bruce Willis, je pense, a toujours réussi à passer au travers de ça, hormis, et là, Sarah, c'était d'accord avec moi, peut-être vers ce début des années 2010, où là, moi, j'ai commencé à en entendre parler en mal. Par exemple, Stallone, sur le plateau des Expendables 2, donc à Bruce Willis avec lui, pour faire quand même quelques scènes. Et en fait, au moment de lancer la production d'Expendables 3, le personnage de Bruce Willis est annulé et remplacé par un autre personnage, mais quasi similaire, qui est tenu par Harrison Ford. Et en fait, quand en interview, on lui demande pourquoi ce personnage si emblématique de Bruce Willis n'est plus là, qui s'appelait Chappelle dans le film, et en fait, Stallone, la seule justification qu'il a, il est vraiment sans filtre, il dit qu'en gros, Bruce Willis n'a pas fait le taf. C'est-à-dire que Bruce Willis, à ce moment-là, passe pour quelqu'un de feignant, qui va faire le minimum, qui va faire du Bruce Willis, en fait.
Et je trouve que toutes ces années 2010, quand on regarde un peu la carrière, on est très 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 loin déjà de la folie des années 90, des super propositions des années 2000. Et là, en fait, on est plus dans, pas du cabotinage, mais il fait ce qu'il a à faire. Et je trouve que ça se sent un petit peu. Et le pire exemple pour moi est bien sûr le Die Hard 5. Ouais. Je trouve que le Die Hard 5, où il est producteur également, même en interview, au moment de la sortie du film, quand on lui demande pourquoi est-ce que vous avez fait Die Hard 5, normalement tu mens, t'inventes des trucs, quoi. Et là, c'est les seules uniques fois où vraiment pareil, sans filtre, pour l'argent. Jag stannar säg Jubinaye. Tribunal de Dragonskay. Vous parlez russe? Ok, et sinon ça vous a fait plaisir de le faire, ça rapportera des entrées. Là, il y a un côté vraiment désabusé, que du coup, moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Tu vois, quand on a parlé de faire cette vidéo, je me suis dit, et pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans sa carrière, au contraire d'un Schwarzy ou d'un Stallone, là pour le coup, pourquoi il s'est mis à ne plus faire d'efforts? Est-ce que c'est dû à sa maladie? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est les débuts de la maladie? Est-ce que c'est aussi peut-être, contrairement aux deux autres, si on reprend Stallone et Schwarzenegger, est-ce qu'il est peut-être, il n'en a peut-être pas assez de ce type de rôle et qu'il aurait voulu faire autre chose, mais il faut bien vivre et il faut bien continuer, etc. Parce que, je ne veux pas dire, mais je veux dire, mis à part Keanu Reeves qui s'en fout royalement, il y a le train de vie, faut maintenir le train de vie, ils ont beau être riches à millions, une fois qu'on est habitué, donc il se dit, ça on sait que ça fonctionne, je vais le faire, c'est pas ce que je kifferais faire, mais je me mets dedans, plus bon, effectivement la maladie qui je pense que ça a dû commencer à se déclarer dans ces eaux-là, ça peut être une des raisons, quoi. Et puis après il y a peut-être une pression aussi qu'il peut subir derrière en disant le public attend, ou peut-être d'autres gens attendent, il faut un Die Hard 5 et machin, ceci, cela. Là, le défaut d'une carrière comme ça, en plus, c'est que pour les questions qu'on se pose là maintenant, on n'aura pas forcément de réponse, en fait, parce que je pense que même quand Bruce Willis quittera cette terre, dans la mesure où sa maladie touche le cerveau, la mémoire, malheureusement, c'est dommage, mais il y a énormément d'informations, d'anecdotes dingues qu'on ne saura jamais, tout simplement, ce Bruce lui-même. À moins d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui ait bossé sur sa biographie et qui soit dans l'ombre et qui ait relevé les anecdotes au fur et à mesure, effectivement, lui, il sera plus à même de nous donner les réponses. Ouais, ou même de donner son point de vue vraiment à lui, là, maintenant, tout de suite, sur toute sa carrière. Après, au moment où Bruce Willis avait annoncé sa retraite, nous, ça faisait quand même une bonne dizaine d'années qu'on se tapait des films très 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 moyens. Parce que c'est ça qui est dingue aussi avec lui, un truc qui était inimaginable. Penser que la carrière de Bruce Willis se terminerait sur des DTV, où il apparaît peut-être 5 minutes sur 1h30, le film va être vendu sur son nom. Mais alors qualité médiocre. Justement, une qualité, il n'aurait jamais participé à ce film par rapport au choix qu'on a pu voir, à ce qu'il a pu faire. Scénario inepte, acteur à côté de la plaque, réalisateur inconnu. Voilà, alors lui, oui, il pouvait parier sur des réalisateurs pas très connus comme Shyamalan ou Tarantino, ou booster un réalisateur moyennement connu comme Gilliam, parce que tu le fais connaître partout. Mais là, c'est vrai que toutes ces dernières années, c'est des choix qui sont dus, de toute façon, comme on l'a plus ou moins entendu, à sa maladie, il fallait des rôles courts. Les seuls qui étaient au courant, c'était son entourage très très proche, son agent. Et nous, en tant que public, on avait juste l'impression de voir quelqu'un faire mauvais choix sur mauvais choix, quoi. C'est ça, c'est que après, si on se cantonne à la façade, ce qu'on va voir à l'écran, on se dit, il y a une chute dans la carrière vertigineuse. À partir des années 2010, ça commence à devenir, alors j'allais pas dire navet sur navet, mais baisse de qualité énorme. Si on ne sait pas pourquoi, effectivement, on se demande pourquoi il fait ces choix-là, alors qu'à une époque, il faisait que des bons choix, quoi. Enfin, quasiment. Quasiment que des bons choix, et puis même un choix, on va dire moyen, je pense à Couvre-feu, qui est un film toute fin des 90, qui a été fait par Edward Zwick, celui qui a fait Légende d'automne et plus tard Blue Diamond. Et là, on va dire, c'est pas un super choix,
parce que c'est un film qui marche pas bien. Je crois qu'il y avait Denzel Washington aussi dans ce film. C'est un film qui fonctionne pas bien sur le terrorisme. Là, je dirais un petit peu trop en avance sur son temps, puisque c'est du terrorisme qui intérieur. Mais pour moi, c'est plus, il travaille avec Edward Zwick en fait à ce moment-là. Il se permet de faire un film avec Edward Zwick, coincé justement entre Armageddon, son jeu vidéo Apocalypse et le sixième sens, quoi. Enfin, Nous allons donc boucler tout le secteur, et puis délier les langues. En Amérique, il faut saisir les opportunités. Alors faites de même et livrez-vous. Donc on a pu le voir tous les deux que des fois sur la même année, surtout années 90, des fois il y en a 3 ou 4 par an qui sortent, et en fait concrètement les 3 ou 4 on les connaît. On les connaît quoi. Et je pense que c'est quand même un mec qui a une carrière exceptionnelle, qui a fait des très bons choix. Et puis il était capable d'enchaîner sur des périodes très très courtes plusieurs choses différentes. Voilà. Moi je regardais sur, par exemple c'est Red 2 je crois. Red 2 grosso modo il a été tourné en 2 mois et demi. Et plus, après il y a eu 15 jours de petits re-shooting de scènes, mais en moins de 3 mois le film était plié. Donc effectivement, avec des rythmes comme ça, il est dans la capacité d'enchaîner différents projets sur tout ce qu'il va faire. S'il en enchaîne 4 dans l'année, il y en a quand même s'il y en a un qui ne marche pas, les 3 autres, voilà. Vous n'allez pas me tuer. Non. Mais ton cric, si. Et tu disais que même en étant surbooké, du coup, il arrivait à se placer en mode guest sur des projets d'autres. Des projets où on ne l'attendrait pas. C'est ça, donc bon, effectivement, il a fait Friends, etc. Et il a même été guest sans être présent sur un film. C'est-à-dire que... Un hologramme bah, c'est presque ça. En fait, il y a une petite anecdote dans Die Hard 1. À un moment donné, il rencontre le président du Nakatomi. Comment il s'appelle, Takeshi ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Et il lui dit, dans le film, il dit, alors en français, je vous la fais, puis après en anglais, il dit Pearl Harbor n'a pas marché, nous avons lancé le magnétoscope. Donc ça c'est la phrase telle quelle. En anglais c'est We're flexible, Pearl Harbor didn't work, so we got you with tape desk. Voilà, en gros c'est on vous a filmé et puis voilà. Et petit clin d'œil dans Pearl Harbor, à un moment donné il y a les 2 infirmières qui sont en train de discuter avec tous les gens sanguinolents et tout qui passent derrière, etc. Et puis à un moment donné, mais ça dure peut-être une fraction de seconde, c'est peut-être une seconde à l'écran, on voit un gars, Marcel Blanc, le visage en sang, etc., qui ressemble au Bruce Willis de Die Hard 1. Au Bruce Willis de Die Hard 1. Et en fait, il semblerait que ce soit un petit clin d'œil de Michael Bay, qui aurait enregistré cette scène de Die Hard et qui l'aurait, de façon numérique, mis derrière dans Pearl Harbor. D'accord. Voilà. Donc là, il a fait guest sans être présent, quoi. C'était vraiment un petit clin d'œil à la petite citation du film, quand il parle de Pearl Harbor, Michael Bay derrière... donc Michael Bay, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réalisateur d'Armageddon. Du coup, Pearl Harbor, c'est vraiment le film qui suit Armageddon. Voilà, donc c'était assez sympa de se dire ça. Donc je suis allé rechercher, moi je me suis dit, il faut que je vois. Et effectivement, mais c'est vraiment très très rapide, fugace. Et on se dit, ah bah oui, mais c'est McClane, quoi. C'est le même Marcel, les taches de sang dessus, le visage ensanglanté, c'est vraiment ça. Donc si tu peux la retrouver et puis la mettre dessus. Bien sûr, je vais chercher ça. Voilà, c'est assez sympa. Tu connais Allô maman ici bébé ? Ouais. Parce que là aussi, en fait, Bruce Willis, nous on le sait pas forcément parce que la voix du bébé est doublée par Daniel Auteuil chez nous. Mais aux États-Unis, c'est doublé justement par Bruce Willis. Et ça, c'est le petit truc rigolo, c'est que justement, avant de s'être retrouvés sur Pulp Fiction en 94, avec Travolta, finalement, ils avaient déjà participé tous les deux à un film, et en plus, donc une comédie familiale qui a eu quand même un énorme succès, quoi. Allô maman ici bébé, ça a donné lieu à 2 suites, en plus c'est hyper culte. Et voilà, moi je voulais juste redonner vite fait cette anecdote-là, que en VO, le bébé, du coup, est doublé par Bruce Willis. Mettons demain, Bruce Willis, s'en va. Qu'est-ce que toi t'en retiendrais de cet acteur ? Si on pouvait conclure sur
qu'est-ce que Bruce Willis, au final, nous a laissé dans notre inconscient d'amateurs de films d'action et autres, au final. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je retiendrai, en fait, alors, ça c'est perso, c'est sa voix déjà. Donc, dans le doublage français, j'aime beaucoup sa voix. Il a une voix qui est caractéristique quand même. Et puis, c'est ça, c'est de pouvoir le retrouver dans plein de choses différentes. Et c'est ça que je garderai. Autant j'ai aimé les Die Hard, alors les 3 premiers, ça va. 4 et 5, 4, je ne l'ai pas vu en entier, 5, je ne l'ai même pas vu. Je t'avoue que j'ai arrêté au 3. Donc ce type de héros, en fait, c'est ça, c'est ce héros, c'est un héros humain. Et c'est ça que je retiendrai de Bruce Willis. Même dans les trucs comiques qu'il a fait, dans les films comiques qu'il va avoir fait, même si c'est pas un héros en tant que tel, je veux dire, il a un rôle principal, mais toujours très humain, très attachant. Il a quelque chose, tu sais, comme avec des failles un peu. Oui, on sent que c'est, voilà. C'est un humain. C'est un humain. Il a vraiment des failles. C'est pas le gars, bien sûr, dans les Die Hard, il survit à tout, mais il est blessé. Dans le 6e sens, c'est quelqu'un qui a des douleurs profondes à l'intérieur. Dans Incassable, il a quand même une faille qui est l'eau, la peur de l'eau. Je veux dire, quand il a fait sa série Moonlightning, sans spoiler, il n'y a pas que des trucs bien qui lui arrivent. Même s'il est le détective qui résout les affaires, etc. Je veux dire, voilà, je retiens ça, le fait que ce soit un héros humain, et puis cette palette super large de films, avec la qualité qu'il a de bosser avec des super réalisateurs, ou de permettre à des réalisateurs de prendre de l'essor. Je suis totalement d'accord avec toi, et puis je pense que le jour où il partira, je pense que ce sera reconnu encore plus, tout ça. Même si au moment où il a annoncé sa retraite, il y avait déjà eu plein de vidéos, ou même aux informations, ils en avaient parlé, parce que Bruce Willis, il y a forcément un film de Bruce Willis qu'on a aimé, en fait. Comme tu disais, quels que soient nos goûts. C'est ça. Tu vois, je me souviens d'un autre, là, j'y pense tout de suite, c'était un film qu'il avait fait avec Michel Pfeiffer, là le titre m'échappe, mais c'était un film tout début années 2000, période Incassable, où justement il proposait, je trouve, d'autres types d'interprétations. Là, il était beaucoup moins dans l'action, et j'ai trouvé ce film très touchant sur un couple qui est en train de se détruire, qui est vraiment en fin de vie. C'était un très bon film. Il avait fait aussi Sale Mom pour Disney, où il jouait avec lui-même mais plus jeune, et c'était un film très touchant aussi. Je pense que voilà, moi c'est un acteur comme toi, j'ai grandi avec, et je pense que quand il partira, oui, je me souviendrai surtout de cette capacité et de cette intelligence d'avoir essayé plusieurs styles, d'avoir creusé comme le 6e sens Incassable, avec le même réalisateur pour proposer d'autres choses, et de temps en temps de faire plaisir au public, je veux dire, basique, qui n'attend de lui effectivement que ses rôles de sauveur du monde. Je pense que le plus gros qu'il ait pu faire comme ça, c'était sûrement Armageddon, parce que là il sauve carrément la Terre, quoi. Il pouvait pas faire pire que ça, en fait. Mais même dans ce film-là, ça reste le papa sensible, touchant, avec ses failles, etc. Même s'il sauve tout le monde. Voilà, je sauve la Terre, je peux me sacrifier pour ma famille, etc. C'est pas mal. Et ça reste aussi comme on le disait, il a retravaillé avec des gens, il est fidèle à lui-même, il est fidèle aux gens avec qui il travaille. C'est un acteur, en tout cas, qui paraît. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière la caméra ou derrière ce qui est public. En tout cas, ça paraît être un acteur qui est fidèle envers les gens avec qui il travaille, oui, bon, bien sûr pour l'argent comme tout le monde, mais qui est capable de se mettre de côté, où il va prendre des rôles sans être payé, où il va se mettre pas en tête d'affiche. Il est intelligent dans ses choix de films, en tout cas la plupart, même s'il a refusé Ghost. Voilà. Et puis, je trouve que ça mérite effectivement pas mal de respect, en tout cas par rapport à ça et à sa carrière. Bon, voilà, en tout cas, on vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo sur Bruce Willis. Alors forcément, comme je l'ai dit, on ne va pas citer tous les films de ses 40 ans de carrière, ce serait trop compliqué, ce serait trop ennuyeux. On vous engage bien sûr à découvrir des films peut-être avec Bruce Willis que vous ne connaissez pas ou vous connaissez mal, surtout sortis de sa grande saga des Die Hard. Il y a tellement d'autres possibilités, et
le choix en plus est suffisamment large en termes d'années pour ceux qui sont réfractaires au cinéma des années 80 ou autres, pour avoir des choix un peu plus récents. Et moi en tout cas, je tiens à remercier Julien d'avoir fait cette émission avec moi. Merci de m'avoir invité à nouveau. Et, ça me fait plaisir. Et avec toutes les petites anecdotes que tu as pu nous trouver, je trouve qui étaient très intéressantes. Ouais, j'aime bien parce que ces invitations me permettent de revoir des choses que j'avais pas vues depuis longtemps et puis d'approfondir un petit peu certains trucs sur lesquels j'avais pas prêté attention. Donc ça c'est sympa, ouais. Donc j'aime beaucoup venir discuter avec toi. Super. Voilà. En tout cas, on prend plaisir à faire ces vidéos pour vous. Si par hasard vous avez un acteur qui vous tient à cœur, hein, comme on a pu nous en suggérer suite à Jackie Chan, Bruce Willis faisait partie de la liste. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires un acteur qui vous ferait plaisir qu'on aborde, mais également les films de Bruce Willis que vous préférez, pourquoi pas, ou des films dont on n'a pas parlé, que vous aimeriez proposer à d'autres gens qui viendraient se balader sur cette vidéo et lire les commentaires. Tout à fait, merci en tout cas, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Dites, je peux vous poser une question? Comment vous avez fait pour pas être réformé à la visite médicale? Vous avez envoyé un singe à votre place?